Aucun n'interfère sur l'autre. C'est-à-dire que, comment est-ce que j'ai construit mon identité à moi? Je suis né sur un substrat qui m'a formaté jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, quand j'entends le Bongo Jovi, je suis désolé, je frémis. Parce que ça, je l'ai eu dans le berceau. Quand je vais au Cameroun, et que j'arrive sur cet espace qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu naître et grandir, je frémis parce que je me suis baigné sous la pluie, sur cette route-là. Parce que là, je vois mon ancien camarade. Parce que là, je vois mon professeur. Parce que voilà, les beignets à l'eau qu'on mangeait quand on allait au lycée. Tout cela m'a formaté. Après, je suis devenu quelqu'un d'un certain niveau, par une formation, qui a fait que ma religion, mon origine, les éléments culturels que j'ai eus après ma formation, et tout cela semblait pour faire l'homme que je suis aujourd'hui. Donc en moi, le Bassa a laissé des traces très très profondes, mais qui effectivement n'intervient que quand je leur donne l'espace. Par contre, ma relation directe, celle de l'homme de la rue, celle du costume que je mets, dont je ne sais pas s'il est africain ou quoi, comme un Douala, parce qu'on vous dira, vous allez à des habillés comme un africain, je dis c'est vrai, c'est à Douala que j'ai acheté cette veste. Donc voilà comment c'est l'identité est composée. Il y a du massacre. Par contre, nos enfants, et c'est en cela que l'entrée en matière était très bonne, très de mieux des parents d'ailleurs que nos enfants d'ici. Nos enfants, je ne sais pas s'ils aiment beaucoup le Bongo. En tout cas, le même pourcentage que les Blancs. Je sais qu'ils aiment le dollar le même pourcentage que les Blancs. Et quand le soir, vous leur donnez par exemple, c'est ces sipides, comment est-ce qu'on appelle, McDonald's, ou bien alors vous leur mettez un jambon avec la purée. Je peux pas manger ça. Mais les enfants, ça arrive. C'est leur culture gastronomique. C'est le McDonald's. C'est la tranche de jambon avec la purée. Je me demande comment est-ce que ça va, mais ils sont heureux. Ils se demandent comment ça va le boa et puis le crocodile. Je suis heureux. Donc voilà, parce que eux, par contre, dès leur naissance, leur placenta est appelé ici. Leur école est là, leur est très simple. Leur accent est ici. Donc pour eux, ils ne sont pas ça. Et vous pensez que si vos enfants ne mangent pas le Bongo Jovi, par exemple, ce n'est pas votre responsabilité à vous, celle de votre femme aussi? Qu'est-ce qui peut faire ça vraiment? Mon accent, est-ce que je suis responsable qui n'est pas mon accent? Prenons les choses déjà banales. J'ai toujours parlé comme ça. Je n'ai pas changé. Mes enfants n'ont jamais parlé comme moi. Et effectivement, les groupes musulmans. Et Amin Malouf disait aussi, on est plus le fils de son époque que de son père. Est-ce que les enfants du Cameroun aujourd'hui s'habillent comme leur père? Est-ce que même les boules animales sont comme leur père? Les enfants d'aujourd'hui ont 80 ans. Oui, mais ça, c'est pas magique. Alors, je suis en train de dire qu'on est le fils d'une époque, ici et maintenant. Il n'y a pas d'encouragement ou non, on n'a pas le droit de priver un enfant de ce qui est de son siècle, parce qu'on veut qu'il vive notre vie par procuration. Par contre, les valeurs, juste les valeurs. Il y a ce que j'appelle culture mémorielle. Mon père disait, c'est ça que le père transmet. Chez nous, dans notre famille, voici les valeurs qu'on respecte. Voilà les valeurs. Il ne faut pas voler, il faut aimer son prochain. Et sachez que les valeurs, c'est les 10 commandements, c'est partout dans le monde. C'est exactement les mêmes. Par contre, la culture mémorielle, la différence de la valeur, c'est que ton père peut te dire, mon fils, toi, ton imagerie médicale que tu fais là, le pauvre, il ne vient pas de t'emmerder. Tu t'enrichis. Nous, on n'est pas là pour la miséricorde. On n'est pas là pour la charité. On ne paye pas de besoin. Et un autre dit, mon fils, comme tu vois, vraiment, toi-même, tu vois d'où nous venons. Il ne faut pas me pitié les pauvres. Vous aurez tous les deux le diplôme et la fonction. C'est mon père qui disait qu'il va changer. Donc voilà ce que le père transmet. Et justement, je le soulignais en disant, il y avait à l'époque une transmission circulaire. Dans un clan, tout le monde avait la même langue. Tout le monde avait la même vision du monde. C'était les mêmes dieux, les Makuata. Tout le monde avait la même économie. Donc à partir de là, la transmission était directe. Le père transmettait la chasse, la pêche, l'agriculture. Il transmettait les cultures locales et tout. Par contre, aujourd'hui, ton père ne te transmet pas l'ingénierie médicale. Ton père n'a pas transmis l'anglais. S'il était professeur, il était de français ou de mathématiques.
mais qui n'est pas professeur de français, anglais, espagnol, italien, et tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour vivre dans cet espace mondialisé. Donc voilà donc comment est-ce que d'une transmission immédiate, que j'appelle transmission aujourd'hui archaïque, on est passé à une transmission mondialisée. À partir de là, le père, au Cameroun, en Chine, en France, ne transmettent que très peu. Parfois, peut ne rien transmettre à l'enfant, parce que lui-même est analphabète, et qu'il ne destine pas son enfant à être agriculteur. À partir du moment où il envoie à l'école, il peut même être athée et envoyer son enfant à l'école des Blancs. Kofi Nyamnyam, qui a été ministre en France, c'est certainement l'exemple le plus probant, où un prêtre est venu un jour, il a dit cet enfant-là est intelligent, il l'a amené, il l'a converti, il l'a donné à l'école, le gars est devenu ministre. Son père ne savait pas l'écrire. Voilà comment c'est la transmission est net plus directe aujourd'hui. Parce que nous sommes sur un espace plus ouvert. Je sais qu'il y en a qui sont impatients de réagir, mais vous avez réagi tout à l'heure. Et est-ce que vous ne pensez pas que quand vous dites que l'assimilation, c'est l'adaptabilité, la culture. Pardon, la culture, c'est l'adaptabilité à un temps et à un espace. Peut-être que c'est vrai. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est dans un seul sens? Parce que moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, c'est bien après que je suis venu en Europe. J'ai eu des amis blancs. Mais je me suis rendu compte que c'était des gens qui ne voulaient pas s'intégrer, si je peux dire ainsi, Au Cameroun. Et c'est ainsi que vous ne verrez pas de blancs dans les écoles camerounaises. Je prends le cas des Français par exemple. Quand ils vont à l'école, ils vont dans des structures françaises implantées au Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est le noir qui arrive ou qui est né, le noir qui est né en Europe, qui doit automatiquement faire comme un blanc? J'adore cette question-là. J'adore cette question. Pourquoi est-ce que le blanc ne s'assimile pas au Cameroun? Mais le blanc s'assimile au Cameroun comme je l'ai jamais fait. Mais le blanc est le plus assimilé au Cameroun. Pourquoi? Quel est l'objectif de tout Camerounais aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas d'envoyer son enfant à Dominique Savio? Pour certains parents, une certaine classe. Pour tous ceux qui ont les moyens, est-ce que si tout le monde avait les mêmes moyens, est-ce que tout le monde aspirerait par envoyer son enfant dans une école, sinon Dominique Savio, au moins une école proche de la qualité de Dominique Savio? Ça, je ne suis pas sûr. Quelqu'un enverrait son enfant dans un taudis où on ne dispense pas les cours, où ils sont 500 dans une salle de classe, pour le plaisir de ressembler à un Camerounais. Non, mais attendez, quand vous dites taudis, franchement, moi particulièrement, je suis choqué. Mais oui, je sais que tu ne connais pas les salles de classe, ces salles de classe, si tu ne les connais pas, tu peux les appeler comme tu veux appeler un des châteaux ou bien des palais. Ce sont des taudis, les enfants vont à l'école, non pas des chaises. Ça, je suis d'accord. Bon, et tu appelles ça comment? J'ai étudié au Cameroun, Oui. dans ces taudis. Oui. Et ce sont ces taudis qui m'ont bien permis d'acquérir certaines connaissances. C'est ton son Patrick, c'est des taudis, c'est pas parce que tu as été intelligent qu'ils deviennent plus des taudis. Je crois Si que par exemple tu ne fais pas des latrines, tu ne peux pas dire que ce ne sont pas des latrines. On appelle ça des latrines. Ces salles de classe, aujourd'hui, l'enfant est prof enseigné là-bas, c'est ici. Ces salles de classe, vous avez 150 élèves dans une classe, on les appelle-les comme vous voulez, mais ce sont des taudis scolaires. Donc, si on est d'accord avec ça, ce n'est pas la passion qui me fait parler, c'est les faits. Moi, je ne parle pas par la passion. Moi-même, j'ai eu la chance, parce que là j'étais parent, d'avoir été dans une salle de classe où nous étions 15, 20. Voilà. Mais par contre, ceux qui sont à l'école maintenant depuis ta génération, même depuis avant, ils sont 150 dans une salle de classe. Et ils vont de la maison avec leurs chaises. Les hôpitaux ne seraient pas des mouroirs. Quand il faut aller avec sa langue, ou ses ciseaux, je ne suis pas là pour faire, je ne suis pas envoyé par le ministre de la Culture ou bien par le ministre du Tourisme. Je ne suis pas là pour vendre un espace. Je suis là pour parler intellectuellement des faits. Et là, on est obligé d'admettre que ce sont des taudis scolaires. S'il vous plaît, je peux aider. Je vous en prie, parce que je vous donne la parole. Moi, j'aimerais intervenir dans. Il est bien vrai, de par le passé, à votre époque, les écoles étaient encore propres.
il y avait l'État intervenait. Depuis le FMI, avec c'est le plan d'austérité. Le plan on appelle ça, c'est ce qui se passe. Ils voient actuellement ce qui se passe. Et nous, on est l'Afrique, je crois, presque 50% des pays africains, ils sont dedans depuis au moins 25 ans. Et on n'a plus rien, on ne renouvelle rien. Moi, j'ai déjà encore vu un reportage sur le Cameroun, à Yaoundé, en plein capital, il y a ça 2 jours, ici, sur la chaîne. Il montrait tout. Il faut aussi savoir que c'est ça la cause du coup. Est-ce que je vous ai demandé la cause? S'il vous plaît, on pourra revenir sur les causes. Pardon, si vous permettez. Il faudrait qu'on aille progressivement. Moi, je suis là. Les causes, on peut y venir. Mais pour le moment, je fais le constat. Est-ce qu'on peut d'abord faire le constat? Et puis les causes, on peut chercher les causes dans l'esclavage, dans le patrimoine, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais moi, je fais d'abord le constat qu'on appelle théorie scolaire. Je termine vraiment, je vais essayer d'aller. C'est ce que j'allais dire. Je vais aller très rapidement. Je vais dire pourquoi est-ce que les Blancs ne s'assimilent pas. Je vais commencer à le développement, je vais aller court. Les Blancs s'assimilent énormément. Parce que les Blancs sont dans l'espace qui est le modèle vers lequel nous aspirons tous. Est-ce que le Blanc doit aller vivre à Nubel où c'est sale, ou bien est-ce que, puisque tous les Blancs veulent aller vivre à la prison où c'est propre? Quel est l'homme qui n'aspire pas, lui n'ayant pas réussi, que son fils soit à Bonaventure? Quel est l'homme qui n'aspire pas que son fils ait une voiture? Le Blanc, il a Bonaventure, il a une voiture. Personne ne parle plus bassa à son enfant. C'est pas le Blanc qui va se mettre à prendre le bassa. Quelqu'un qui ne pas. Par contre, quand le Blanc va au Sénégal, il va prendre le Wolof. Donc, je veux dire que le Blanc va dans l'essentiel, dans ce qui correspond au modèle local. Et le modèle local, c'est d'être dans un luxe, aujourd'hui universel, que nous voyons à la télévision. Quelle est la personne qui n'aimerait pas avoir un climatiseur dans sa maison? Quelle est la personne qui n'aimerait pas que son enfant soit dans un espace scolaire sécurisé? Quelle est la personne qui n'aimerait pas avoir une voiture? Donc voilà le modèle, qui est le modèle du monde entier aujourd'hui en Afrique. Par contre, s'il va chez les Inuits et qu'il n'a rien de cet espace, tu as bien vu comment il s'assimile chez les Inuits. Parce que les Inuits n'aspirent pas à devenir comme lui. À moins qu'il n'amène son caca, il ne pourra pas rentrer dans la forêt, par exemple, pour des arbres végènes. Mais je veux dire que, et nous, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ici? Que nous vivions un modèle différent à celui qui est le modèle local? Ce n'est pas possible. Ici, tu ne peux pas dire, je ne peux pas parler français parce que je veux conserver ma culture. D'abord, déjà, au Cameroun, tu ne parlais pas catalan. Ici, tu ne peux pas dire, je ne veux pas manger ceci parce que je veux manger des chenilles de comme ça. Ça va te coûter quelque chose. Ici, tu ne peux pas dire, bon, je ne peux pas faire tel modèle parce que je ne peux pas m'intégrer. Le Blanc vit dans un espace. On a vu les curés quand ils allaient en brousse, dans nos brousses africaines, pour les pasteurs, 3 mois après parler les langues locales. 3 mois après parler les langues locales. Parce qu'il n'allait pas demander à 1000 villageois de parler le français immédiatement. C'est lui qui apprenait la langue locale. Donc la nécessité fait que ce n'est pas une affaire de choix. Et le Blanc qui s'en va aujourd'hui à Maïma, au Cameroun, ou bien à Super Machin, c'est parce que c'est à sa disposition. Et que quand c'est vrai que quand on va par exemple au marché de Bogoloton, on voit les choses sont, si on a les moyens, tout le monde couvre le Maïma. Quand on voit le poisson qu'on va au bord de la route, ou bien le poulet qui prend sa dose de poussière, le soya, si on a les moyens, on va dans un espace plus sécurisé. Donc, je pense que ce n'est pas. On ne peut pas penser que le Blanc ne s'intègre pas dans nos pays. D'accord. Il y a M. Benjamin qui veut intervenir. Je voulais apprécier sur le modèle assimilationniste, comme on dit. En quoi est-ce que le fait que la présence des Blancs au Cameroun dans l'espace de Mississauga est une preuve ou bien est un exemple d'assimilation? C'est-à-dire que vous allez dans la démonstration selon laquelle le Blanc, dans cet espace-là, est assimilé à la culture camerounaise ou bien à l'espace social camerounais. Est-ce que ce n'est pas une assimilation d'élite financière? C'est-à-dire que le Camerounais qui est ingénieur, qui gagne 500 000, en verra aussi son compte. Ce n'est pas une caste liée à la culture, ce n'est pas une différenciation liée à la culture, à la couleur de peau, c'est une différenciation
financière. Moi, j'estime que c'est un espace dans lequel les pontes du capitalisme se retrouvent. En quoi est-ce que cet exemple que vous avez pris, on vous a interrompu peut-être pour vous empêcher d'aller plus loin, expliquez-nous en quoi est-ce que le cas de Dominique Savio est une preuve d'un effort de la part du blanc de s'assimiler ou bien d'un élan d'assimilation. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et merci pour ça, tant que cette pêche. Cette culture dont je parle, laissons un peu de assimilation, elle est un peu complexe. Prenons les outils culturels dont on dispose, dont on a besoin pour vivre dans un espace. Évidemment, le blanc qui arrive au Cameroun, vous le verrez très facilement amené avec le directeur général de Cameroun Airlines, de Cameroun Shipping Line, avec l'archevêque local, avec le général. Parce qu'ils sont justement dans un espace qui est le leur, où leur possession financière leur permet un espace culturel de cette qualité, de la qualité qui est la leur. Je veux dire que là, il ne sera plus question de blanc ou de noir. Il sera question des gens qui ont les moyens. Voilà, c'est tout, entre guillemets. Vous avez présenté ça comme un exemple d'assimilation. Et ça, c'est l'aspiration. Je dis que ça, c'est l'aspiration de tout le monde. Le type qui est au quartier, dont l'enfant n'a pas les moyens, aspire à ce que demain son fils, et qu'est-ce qu'on disait pour l'époque d'ailleurs, mon fils, tu seras un blanc. Absolument. Je ne sais pas comment on peut aller dire aujourd'hui. D'ailleurs, le téléphone est des blancs jusqu'à présent. Donc, tout le monde aspire à avoir les outils des blancs. Chacun avec les moyens, tout le monde appelle le téléphone l'homme de la chose des blancs. On est bien d'accord. Même l'école, on l'appelle l'école des blancs. Et vous avez trouvé cette étude? Je vous ai toujours dit que moi, ce n'est pas l'approbation, la non-approbation, c'est le constat. Moi, c'est le constat. C'est le constat. Tout le monde appelle la chose des blancs. Même l'école est encore l'école des blancs chez nous. Pourtant, tout le monde va à l'école. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde aspire à avoir une voiture. Donc voilà, je ne parle même pas de ce que j'aimerais que ce soit. Je parle d'un constat. Et s'il arrive parfois qu'un blanc n'ait pas les moyens au Cameroun, les premiers jours, on le voit dans nos quartiers. Mais quand ces frères l'ont repris et l'ont lavé, eh bien, il s'en va là-bas où il retrouve le président de Cameroun Airlines, puis de Cameroun Shipping Line, et puis le directeur de brasserie du Cameroun. Voilà. Certains étudiants, quand ils viennent au Cameroun, qui sont blancs, ils vivent avec les étudiants de leur espace. Mais le jour où on finit ses études, si on le corrupte, directeur financier de je ne sais pas des brasseries de Cameroun, et le lendemain, il ne retournera plus à Boakele. Voilà. Donc je dis que la culture, c'est l'adaptabilité à un lieu, à un temps. C'est les outils, l'adaptabilité, c'est les outils qui me permettent de m'adapter. Et l'argent, quand même, la possession matérielle en est un. Donc les classes sociales ne sont pas, je veux dire, les appartenances sociales ne sont pas colorielles. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec notre culture noire, la culture africaine. Je pense que le type aujourd'hui, le PDG de Cameroun Airlines, est plus heureux de voir sa fille épouser la fille du PDG de Thomson en France que d'épouser le fils de son cousin qui est resté au village qui prend le piège. Pourtant, ils ont le même sang, mais ils n'ont plus la même culture. Donc la possession matérielle fait partie de cet arsenal d'outils qui font que nous appartenons à des villages particuliers. Et aujourd'hui, l'ethnie des riches, on les retrouve partout, et l'ethnie des moins riches, elles se ressemblent aussi. Je n'ai toujours pas compris. Je voulais vraiment comprendre à quoi l'exemple que vous avez, je reste dessus, qui est très important, témoigne d'un effort de la part de l'exilé ou bien de l'expatrié qui se trouve au Cameroun, témoigne d'un effort de sa part de vouloir s'intégrer. Parce que pour s'intégrer à une culture, il faut l'identifier, il faut la nommer, il faut la reconnaître. J'ai l'impression qu'il y a une négation d'une certaine identité africaine ou bien culturelle chaude. C'est-à-dire qu'il faudrait l'effort d'intégration, comme vous avez dit. Vous êtes un personnage qu'on connaît, on connaît vos discours, pas négativement. Vous avez dit que le fait de dire que mon voisin de palier est plus proche de moi que ma grand-mère, c'est très positif, c'est très vrai, mais il faut identifier une culture. En quoi est-ce que le fait de venir débarquer à Douala, vivre à Ibis, parce que financièrement on a les moyens, mettre un enfant, témoigne de ce qu'on a identifié une culture africaine, on a identifié, comme vous avez dit, l'espace, on a identifié le temps, et on fait une certaine allégeance, on fait une certaine... Je n'ai pas compris en quoi est-ce que cet exemple de Dominique Savio témoigne de cet élan-là. Mais justement, je pense que là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand vous continuez à dire culture africaine,
moi je dis qu'il n'y a pas de culture africaine, justement la culture n'est plus dans cette dimension, la culture est plus virtuelle aujourd'hui. Un petit patois qui n'a jamais vu un Américain est peut-être parfois sur certains éléments plus proches de sa culture qu'il ne l'est de son voisin de palier. Donc je veux dire que, et puis l'effort d'intégration n'est pas le même pour tout le monde. Quand vous venez en France avec un baccalauréat, avec une licence, vous avez quand même plus de facilité que le Malien qui vient à l'alphabet. C'est ainsi que le blanc qui vient, qui trouve que Dominique Savio est à sa disposition. Dominique Savio, c'est quand même camerounais. C'est au Cameroun. Je veux dire, Bonadjo, c'est au Cameroun. Les villas de Bonaprise, c'est au Cameroun. Donc il n'a pas un grand effort d'intégration à faire quand il avait les moyens d'avoir un bon pavillon ici. Et même là, c'est une intégration supérieure puisqu'en plus il a la piscine. Il trouve que le Cameroun lui donne même plus que là-bas. Donc il n'a même plus besoin de faire un effort pour s'intégrer. Il plonge dedans total. Parce que je dis que les tribus ne sont plus originelles, elles sont virtuelles. Voilà un type qui trouve une tribu, les gens de Bonadjo. Il faut trouver que tous seront pendant le Rotary ou bien le Lions Club. Voilà, ils créeront une tribu Rotary Lions Club où ils seront plus en adéquation l'un avec l'autre que l'un et l'autre le sont. Lui avec son cousin de Larzac, l'autre avec son cousin de Goubet, par exemple. Ou bien de je ne sais pas quel village, de pêcheurs ou de Sénégal, ou je ne sais pas. Donc je veux dire que à partir du moment où on a accepté de sortir du fait que la culture africaine, et d'ailleurs c'était parfois des racistes, c'est que quand on dit culture africaine, on dit culture pauvre. Le village, il suffit de voir les clips des Camerounais, tout se passe au village, tout le monde va au champ. Alors que beaucoup de gens vont en ville, ils vivent en ville, n'ont jamais vu du champ. Ils n'ont jamais vu du champ. Mais les clips du Cameroun se passent toujours au village comme si c'était la référence. Tout le monde, quand on demande à quelqu'un quel est ton outil de communication, les gens me disent c'est le tam-tam. Et dernièrement, je ne sais plus dans quel pays j'étais, je demande au gars qui a le tam-tam, il me dit il est comment? Il me dit on tape sur comme ça, c'est le djembé. Je dis non, c'est pas le tam-tam. Ce gamin n'a jamais vu le tam-tam, on lui a mis dans la tête de son outil de communication, c'est le tam-tam. Comme si lui devait être retenu dans une espèce de musée d'appartenance. Non, nous n'appartenons pas à un musée, nous appartenons à ici et maintenant. Et pour tout le monde, voici l'outil de communication. Mais vous demandez à un Africain quel est ton outil de communication ou bien ton instrument de musique, il vous dira c'est, je ne sais pas moi, le tam-tam ou le balafon. Manu du Bambou n'a jamais joué du balafon, il fait la musique. Quoi. Le Chambouna n'a jamais joué du tam-tam, il fait la musique. Quoi. C'est les outils dont on a besoin aujourd'hui pour faire de la musique. C'est les outils dont on a besoin aujourd'hui pour aller à l'école. Notre formation ne sera plus jamais celle du village de nos ancêtres. À partir de là, notre culture unie n'est pas transmise par le village de nos ancêtres. Et à partir de là, la culture africaine, je pense que le terme, on continue à l'utiliser, mais vraiment, il n'a plus beaucoup de sens. Et surtout, attention, dans la mesure où souvent nous le relions au passé. Nous le relions à des modes de vie qui seraient dépassés. C'est notre folklore, d'accord, mais pas notre culture. Je ne sais pas si j'ai été un peu plus clair quand même avec Dominique Savio, oui. Avec la tribu de Dominique Savio. J'ai un peu plus compris. Non, tout à l'heure, je voulais intervenir parce qu'il avait commencé une idée, il n'était pas allé jusqu'au bout de son idée, et tout le monde voulait parler. Moi, je souhaitais déjà qu'il aille jusqu'au bout de ses idées, qu'on comprenne ce qu'il veut dire, avant de permettre aux gens de parler. Et puis d'autre part, j'ai constaté que dans un premier temps, la discussion se faisait plutôt entre vous et lui, et que les autres n'avaient pas la possibilité de poser de questions. C'est justement pour ça que j'ai dit que le temps des questions allait arriver. Mais si on prend votre raisonnement, le fait de la négation que c'était une culture africaine, de ce qu'est la culture universelle, je vous ai entendu dans certains plateaux décrire certaines cultures européennes. Est-ce que c'est bon dans un sens, c'est pas bon dans un autre? Si la culture est devenue universelle, si elle n'a plus de nom, de couleur, si l'effet de la mondialisation a fait qu'il y a eu un métissage culturel et que la culture universelle, je vous ai suivi plusieurs fois, identifier une culture européenne, puisque vous décriez ceux qui ne s'adaptent pas à cette culture. Si elle est devenue pourquoi il y aurait une négation d'une certaine identité culturelle africaine et une affirmation d'une identité par ici. Est-ce que ce n'est pas deux points de mesure que j'ai l'impression que... Là aussi, c'est toujours une question de thème. Là aussi,
Mais jamais ça reste une question de terre. Je n'ai jamais parlé de culture européenne. J'ai toujours parlé de culture occidentale ou moderne. Voilà. Occidentale ou moderne, parce qu'on y retrouve un modèle quand même qui est né grosso modo sur cet espace. Je veux dire, la révolution industrielle qui a apporté tout ce dont on a usage aujourd'hui, elle est sur un espace bien défini, l'Occident. Mais je n'ai jamais parlé de culture européenne parce que je fais justement attention au terme et à la notion continentale qui est derrière la culture européenne. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'éléments de culture occidentale viennent de partout ailleurs. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Asie, ils viennent de partout ailleurs. Et le fondement de la culture, en fait, le vrai fondement de la culture, le vrai espace réel de la culture, aujourd'hui, c'est la nation. La nation est l'espace de construction culturelle, et même de construction d'une certaine construction identitaire de groupe, avant d'arriver évidemment à la grande construction universelle. Pourquoi j'ai dit la nation? Parce qu'il y avait la famille, qui était un fondement culturel. Au moment peut-être il y a des millions d'années où effectivement l'homme vivait dans un petit groupe. En tout cas, c'est le fondement, c'est le noyau de toute société. On a eu cette société qui s'appelait la famille. On a eu un deuxième noyau, les gens se sont mis ensemble, c'était le clan. Ça commençait déjà à se construire avec des outils. Le clan appartenait à une tribu. Et souvent, quand ils avaient la chance, enfin, toujours ils vivaient sur le même territoire. Parfois, ils avaient la même langue. Parfois, ils avaient la même langue, pas tout le temps. Les différents clans barbelés, par exemple, qui forment la tribu, n'ont pas la même langue. Mais souvent, ils avaient la même langue. Souvent, ils avaient les mêmes outils, je veux dire, la même cosmogonie, le même modèle économique, agriculture, pêche, chasse, tout ce qu'on veut. Et puis après la tribu, il y a eu l'ethnie. Au sommet de la tribu, il y a l'ethnie. Ça commence à se compliquer. L'ethnie peut avoir plusieurs langues, peut même avoir plusieurs modèles culturels. Mais il y a la notion une et unique, qui est celle de l'ancêtre commun. Avec l'ethnie, on se revendique d'un ancêtre commun. Ce qui fait que l'ethnie peut être transnationale aujourd'hui. On trouve des Peuls au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Nigeria. Voilà une ethnie qui est sur plusieurs plans. Comme on trouve des Basques en France, et puis comme on trouve des Flamands en Belgique, et puis en Et au-dessus de cela, il y a une construction. Jusque-là, c'était héréditaire. Aujourd'hui, il y a une construction qui est venue au-dessus de tout cela qu'on appelle la nation. On appelle la nation. Et là, les choses se complexifient encore un peu. La nation devient le fondement d'une unité qui n'est pas acquise dès le départ, comme était le clan, la famille, le clan, l'ethnie. La tribu et l'ethnie qui restait un regroupement sur un fondement d'ancêtres. Un fondement familial. La nation, c'est un regroupement assez hétéroclite des gens qui sont piégés volontairement ou involontairement dans une frontière. Il y a une frontière. Voilà la nation. Il peut y avoir plusieurs ethnies. Et à partir de là, la construction commence à se faire. Logiquement, vous devez avoir une langue, au moins. Vous devez avoir un modèle, un État. Vous avez un État, prenons d'abord l'État. Vous avez un État qui codifie le fait que vous avez le même système scolaire, vous avez un système de défense, vous avez un système économique, vous avez l'État codifié. Et quand c'est réussi, on le voit aujourd'hui, par exemple, un Camerounais, on le reconnaît à son accent, on le reconnaît à sa dégaine, un Sénégalais, on le reconnaît, alors qu'il y a 50 ans, le Fulfulde du Nord n'avait rien en commun avec les Woto du Sud, au Cameroun par exemple. Aujourd'hui, il y a la nation qui s'est créée, et le fondement de la culture se met dans cette nation. Je me souviens, j'étais un jour en Afrique du Sud, et quand je suis rentré dans l'avion, je discutais avec un blanc, le blanc était à côté de moi, il se m'a me parler français. Je viens d'Afrique du Sud, pourquoi me parler français? Il me dit, je connais assez bien l'Afrique, pour ne pas confondre quelqu'un de l'Afrique centrale avec quelqu'un de l'Afrique du Sud. Il me dit, vous êtes Camerounais ou Congolais? Je dis, Banco, vous avez gagné. Donc il y avait quelque chose en moi qui était Camerounais. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que cet homme-là, il me dit, malgré tout, il me dit, moi je suis français, je me suis installé en Afrique du Sud. Mais malgré toutes les difficultés relationnelles qu'il y a eu en Afrique du Sud, les difficultés sociales, les difficultés de vie commune,
les blancs d'Afrique du Sud sont plus sud-africains que ne sont blancs entre guillemets, c'est-à-dire occidentaux et européens. Il me dit, un jour, j'étais assis sur un bistrot, sur une terrasse, avec un ami blanc, les amis qui viennent passer les vacances chez moi, français. Et il a vu les enfants noirs passer pieds nus. Évidemment, il est parti de grands sanglots. Ah, les pauvres, qu'est-ce qu'on leur a fait du mal? Ils n'ont même pas d'argent pour acheter des chaussures, ils marchent pieds nus. Mon voisin d'avion n'a rien dit. Il a continué à bouffer ses cacahuètes et puis à siroter sa mominette. 10 minutes après, les petits blancs passent, ils sont pieds nus. Mais sauf que le français ne les voit pas. Parce que tout est normal, tout est logique. Et son ami l'appelle et lui dit, regarde les pieds. Il porte des chaussures. Non. Il n'était pas venu chercher la misère des blancs, il était venu chercher la misère des noirs. Et tout allait lui paraître différent. Alors son ami lui dit, écoute, chez nous ici, nous les gens de bouche, dès qu'on peut enlever les chaussures, la couleur de la peau n'a pas d'importance, on les enlève. Voilà comment est-ce que des éléments qui paraissent anodins, qui pourraient paraître anodins, faisant en sorte que tout est différent. Donc je dis que je fais promotion d'une culture camerounaise aujourd'hui parce que c'est une réalité. Je fais que promotion d'une culture occidentale parce que c'est une réalité. Mais vraiment, je ne pense pas que le fondement continental soit support de culture. Je ne pense pas que le fondement continental soit support de culture. Il y a une culture universelle dont on a vu qu'elle était exploitée selon les moyens que chacun avait. Puisque cette culture est généralement chic. Si vous avez les moyens, vous achetez une Bentley ou bien une Rolls-Royce. Et je vous assure que vous allez voir les gens des propriétaires des Rolls-Royce qui vont faire leur année ensemble. Parce qu'ils jouent au golf, en plus ils peuvent jouer au golf aussi. Quand vous avez 2 chevaux ou bien une Citroën, vous êtes là aussi dans votre catégorie de la famille des Citroën. Voilà comment est-ce que virtuellement les groupes se créent aujourd'hui. Mais je pense que les fondements, c'est cette culture universelle qui globalement est occidentale aujourd'hui. Parce que c'est là que tout a commencé. Et la culture des nations qui fait qu'un Belge est différent d'un Français. Même si effectivement, comme je le dis, les identités étant composites, ils se retrouvent sur autre chose. C'est pour cela que je ne ferai jamais promotion de la culture africaine, mais je fais promotion de la culture camerounaise. Parce que sur les fondements de la nation, nous sommes en train de prier un peu. Monsieur Michel, en effet, tout à l'heure, lorsque Patrick a commencé, il a dit on assiste à l'enfant roi. Ce phénomène d'enfant roi, vous qui êtes anciens, nous on est encore moins anciens que vous, qu'est-ce que vous préconisez pour pouvoir sortir? Pourquoi? Parce qu'on assiste, on voit des enfants roi. Non, le respect des personnes, ni de leurs parents, ni du passant, ni de délégué d'une personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour qu'on puisse sauver les meubles chez nous? Là aussi, là où je n'étais pas totalement d'accord avec Patrick, c'est quand il disait que l'enfant voit ça en Occident. Nous, quand on est à l'école, il y avait la chicotte. En même temps, en Europe, il y avait le martinet. Il y avait le bonnet d'âme, il y avait le bonnet. On avait exactement les mêmes choses. Les punitions étaient les mêmes. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans. C'était les mêmes. C'était les mêmes. On est d'accord. Donc, là aussi, c'est une évolution. Mais allez aujourd'hui, tabasser le fils, par exemple, du directeur de police, voilà, on va rentrer en tout de suite. Vous êtes professeur, vous avez le fils du directeur de police, et bien, vous êtes en prison. Pas forcément, hein, parce que j'ai connu des cas où c'est les parents qui donc aujourd'hui, l'enseignant de... Mais ça, c'était dans notre génération. Même en France, aujourd'hui, on ne parle pas de fait. Même en France, aujourd'hui, ça a changé. Voilà, il y a un texte du ministère des enseignements secondaires. On interdit de former son enfant. Même si le papa donne de l'eau la permission, le père doit aujourd'hui, il ne faut pas le faire. À Yaoundé, à Douala, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Vous le faites, vous pouvez avoir tous les problèmes du monde. Avec la différence là-bas, que d'ailleurs, le conseil de police n'a pas besoin de justice pour vous mettre en prison. Ne vous portez pas plainte. Et c'est un texte du ministre. Du ministre, il va pas ça. Je suis d'accord avec vous quand vous dites c'est normal qui demande de ne plus battre sur les enfants. Mais je crois que quand on frappe les enfants, c'est pas méchant. C'est une façon de les redresser, si je peux parler ainsi. Oui, c'est que je veux dire, c'est que l'enfant voit.
sincèrement, aujourd'hui, n'est plus un phénomène occidental. L'enfant n'est plus un phénomène occidental. Même dans nos pays, les enfants, surtout dans ce milieu-là qui effectivement ont ça, commencent aujourd'hui à avoir les exigences des petits blancs, entre guillemets. C'est-à-dire, je veux le Nintendo, je veux ceci, je veux cela. Et je suis sûr que même dans nos sociétés africaines aujourd'hui, 90% des vacances sont peut-être parfois prises à l'initiative des enfants. Le modèle intérieur, la télévision, que vous trouvez là chez quelqu'un qui a les moyens sur une télévision, très souvent c'est les enfants qui ont orienté à l'achat de cette télévision. Je pense que, même si aujourd'hui, où commence le problème? Justement, il y a un problème effectivement. Quand nous sommes à coup de reculade, en train effectivement d'hypothéquer même la vie de nos enfants par rapport aux exigences minimales d'une éducation. Là, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord par rapport à la question que tu poses, Michel. C'est Michel. Voilà, par rapport à la question que tu poses. Là, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est même pas qu'une seule société qui fait ça. On retrouve ça partout. Prenons le cas du scolaire. Aujourd'hui, la grammaire est en train de changer parce que les gens ne veulent plus bien parler français. Quelqu'un vous dira, je me rappelle d'eux, et je suis sûr que c'est même arrivé aujourd'hui quand on dit, je me rappelle d'eux. C'est faux, c'est pas du français. La dictée n'existe plus, parce qu'on dit, voilà, c'est coercitif. La punition n'existe plus, voilà, la façon de dire. Il ne faut même plus donner les notes en classe aujourd'hui, parce que le cancre, attendez, il y a déjà malheureux d'être voilà, alors qu'un jour la compétition va arriver, on ne se rend pas compte. Là où c'est restreint, c'est la société des nantis. Envoie en France les enfants dans les écoles au port uniforme. Mais elle trouve que l'uniforme c'est une mauvaise chose. Elle envoie ses enfants dans des internats en Suisse, mais elle trouve que l'internat c'est une mauvaise chose. Je pense qu'il y a une mesquinerie quelque part là-dedans. Mais revenons à notre enfant roi. J'essaie de prouver que c'est une tendance générale et que souvent, à force de régulade, nous ne donnons pas assez d'éducation à nos enfants, pour des raisons ou d'autres. Je peux te conseiller la lecture de Parlons enfants de la patrie. J'ai écrit un livre, Parlons enfants de la patrie, où j'essaie de mettre le parallèle d'évolution entre justement l'Afrique, le Cameroun en particulier, que je connais mieux, et l'Occident, dans la dimension de l'enfant abandonné. Moi, je ne dis même pas quoi, je dis l'enfant abandonné, où tous ces caprices sont satisfaits, tout simplement à coup d'argent ou à coup de ce genre de choses, et on subordonne l'éducation à cela. Et c'est plus une reculade, une lâcheté qu'une permissivité positive. Je suis convaincu, j'essaie de le démontrer dans ce livre-là, c'est très loin à démontrer maintenant, que ces reculades-là sont plus la lâcheté que la permissivité philosophique. Oui, parce que nous, on est civilisés, donc nos enfants, on les laisse. Non, l'enfant est un bout de chou qui n'aura de liberté plus tard que quand on l'aura privé aujourd'hui. Si un enfant vous dit, moi, je peux plus aller à l'école. Prenons l'absolu, vous dites, oui, c'est vrai, l'enfant est libre, ce qu'il fait, on fait ce qu'il veut. Mais ce enfant, vous le privez de la liberté de ceux qui ont acquis des savoirs. Celui qui a accepté la coercition aujourd'hui, petit, on le corrige, je disais la Fontaine, c'était pas être honnête, grand, on ne peut plus. Quand là, l'enfant est déjà brûlé, pourquoi donner autant de soins à ce jeune en plus, justement, pour ce beau baril, demander l'enfant au jardinier. Petit, on le corrige, grand, on ne peut plus. À partir du moment où c'est crié, c'est fini. Aujourd'hui, c'est par lâcheté, par démission que nous faisons cela. Et nous savons les débats qui viennent tous les jours qui disent qu'il faudrait qu'on retrouve nos fondamentaux. Et puis justement, ouais, non, il ne faut pas l'enfance ici. Mais par contre, quand il s'agit de nos enfants, nous avons justement été aussi dans l'erreur fondamentale de penser en ce terme de liberté. Mais surtout, de penser, d'oublier que la culture c'est ici et maintenant. La culture, c'est ici et maintenant. Je donne aussi ces exemples-là qu'un enfant, on vous dit, en Afrique, l'enfant, et même les Blancs, la sociologie, il y a 20 ans, c'était, les petits Africains, il faut les laisser vivre comme chez eux. Et là-bas, la rue, c'est pour les enfants. Ah non, la rue n'est pas pour les enfants en Afrique. Non, je suis désolé. C'est l'espace de vie qui est pour les enfants. Qui est-ce qui ramène son enfant à la tenue du Gérald de Gaulle à Bonadjo? Non. Un enfant n'a pas un rayon d'exercice supérieur à 50 mètres dans le pays. C'est-à-dire un diamètre de 100 mètres. Parce que les champs sont là. Parce que les adultes sont là. Parce que la personne ne rentre pas comme ça à lui-même. Il ne risque pas de se faire bousculer. Quand on la voit faire une fonction, toutes les personnes qui rencontrent sur son passage, il est connu. Et ils sont liés
ils ont une alliance avec son père. L'enfant n'a jamais été dans la vie en Afrique. Il a été dans la cour. Ce n'est pas la même chose. On a confondu donc, si bien qu'ici, quels sont les enfants, je ne sais pas comment ça Charleroi, ils sont dans la région parisienne, quels sont les enfants qu'on voit dans la rue? C'est des petits noirs. En région parisienne, 99% c'est des petits noirs. Parce que le blanc nous a fourvoyés en nous faisant croire que chez vous, dans votre culture, les enfants peuvent se promener dans la rue. Les enfants se promènent dans la cour. Et moi, je me souviens quand mon père, ou un de mes pères, puisque tout ce qui a été mon père, m'envoyait acheter du sucre, de la cigarette, on disait j'ai craché, il ne faut pas que la salive sèche. J'ai craché, il ne faut pas que la salive sèche. Ça veut dire que je te donne 1 minute. Parce qu'il savait qu'il m'envoyait par 1 kilomètre. Il savait qu'il m'envoyait à 50 mètres. Et que, d'abord, je ne dois pas m'amuser dans la rue, il est pressé de fumer sa cigarette, et ensuite il m'a envoyé me promener. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu des enfants, justement dans cette confusion de l'espace, qui rentraient dans le bus et qui allaient acheter du pain dans les supermarchés. Vous voyez, ils traversent la voiture, ils rentrent dans la voiture, ils traversent la rue, ils rentrent dans la voiture, ils rentrent dans un magasin où il y a 1000 personnes. Donc 299 sont étrangers. Donc celle qui connaît peut-être dans le magasin de chaussures, lui, il est dans le supermarché. Voilà, il n'est plus dans sa dimension, mais on nous a fait croire que l'enfant en Afrique était dans la rue. Et que c'était notre culture. Et quand quelqu'un s'est amusé à dire qu'il faut quand même qu'on fasse un couvre-feu, ah mais non, les enfants doivent être libres. Est-ce que c'est la liberté sans Michel? Non. Alors là, maintenant, il nous appartient de faire en sorte que nos enfants ne soient pas dans la rue. Voilà. Un enfant noir qui n'est pas dans la rue jusqu'à l'âge de 10 ans est sauvé. C'est aussi simple que ça. Il ira au collège. Il ira à l'université. Mais quand, par exemple, comme c'est souvent le cas dans nos régions parisiennes, 3 ans, 4 ans, vous le voyez qui tient un Coca-Cola et un morceau de baguette dans la rue, vous êtes sûr que celui-là, ça va être très compliqué pour lui. Donc il n'y a vraiment pas d'autre secret que de respecter une logique, le bon sens qui veut que l'enfant soit toujours sous le regard d'un adulte, d'un adulte référent. Voilà. Il faut toujours que l'enfant soit à portée de regard d'un adulte référent. Et si les enfants deviennent impolis, c'est parce que justement il n'y a pas la référence divine. Alors même que, qu'on le veuille ou non, tous les enfants de France, de Belgique et d'Afrique, surtout de France qui viennent d'ailleurs, c'est des gamins qui sont d'une politesse quand même assez avancée. À partir du moment où ils ne vivent pas la suspicion dans votre regard, on ne vit pas la peur de le rejet. Madame, je peux vous aider. Et vous, même ceux qui fument la clope sur les paliers, vous ouvrent la porte. Vrai ou faux? Même ceux qui fument la clope sur le palier, vous ouvrent la porte. Excusez-moi, madame. Les enfants arrêtent de cracher. Excusez-moi, madame. Mais quand, par exemple, les filles qui voient comme un filant, ou qui a de la passivité, là, ça ne marche pas. Mais fondamentalement, ces enfants sont portés à être positifs, mais comme toute enfant et comme toute entité qui croit, il y a toujours aussi le côté défi. Et là, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir le droit, eh bien, ils vont prendre le droit. Mais quand ils se rendent compte que vous ne réagissez pas, ils prennent la main. Vous ne réagissez pas, ils prennent jusqu'au cou. Et puis après, quand vous vous rendez compte qu'il faut aller jusque-là comme un droit, c'est trop tard. Mais vraiment, si on fait attention quelque part, c'est très difficile. Comme ça, c'est pas facile. Ok, avant que je passe la parole à M. Michel, je reviens toujours sur. Pourquoi? Parce qu'il dit de faire attention. Et lorsqu'ici, d'être l'enfant, on appelle la police. Il maltraite son enfant. Qu'est-ce qu'on voit? Qui appelle la police? Les voisins. Même l'enfant lui-même, à l'école, on lui donne le numéro de la police. À l'école, on lui donne le numéro de la police. Si papa fait ça ou maman fait ça, appelle la police. Non, mais je sais. Mais je sais, d'accord, on est entièrement d'accord là-dessus. Tout simplement, justement, à cause de cette mauvaise interprétation. Et je pense que nous avons notre part de responsabilité. Si l'intellectuel d'origine africaine avait fait attention au regard qu'on posait sur lui, n'avait pas joué le sauvage qui, effectivement, chez nous en Afrique,
on est dans la rue. Si on avait pris le temps d'expliquer comme nous sommes en train d'en parler là maintenant, je pense qu'on n'aurait pas eu ça. Dès qu'on disait à un parent, pourquoi est-ce que ton enfant est dans la rue, il dévie, on l'a en train de faire une connerie, qu'est-ce qu'il répondait? C'est parce que vous nous empêchez de bénir nos enfants. Aucun blanc n'a jamais empêché de bénir nos enfants, puisque vous m'avez dit ici. Donc nous cachions derrière ce arbre à dire c'est à cause de vous. Et donc c'est comme ça que la conflictualité est née entre deux éducateurs, le père et la société. La société représentée par la police, représentée par l'instituteur, représentée par le professeur. La suspicion est née entre les uns et les autres. C'est vous qui êtes la responsabilité du fait que nos enfants, nous ne les élevons pas comme nous devons faire chez nous. Et lui vous disait que ici, ce n'est pas chez vous. On ne fait pas ici comme chez vous. On a mis en tête l'idée que chez nous, nos enfants étaient des martyrs. Ce n'est pas vrai. On a mis à l'idée de ces gens-là que chez nous, nos enfants, il fallait la crier, il fallait frapper, il fallait faire souffrir. Ce n'est pas vrai. Et là, on va dire la solution est née. Ou le misérabilisme est né. On n'y touche pas parce qu'on va avoir des problèmes. Mais à partir du moment où, je me souviens, on avait une réunion dans une association que je présidais dans la région parisienne. On a dit à un commissaire, oui, vous ne nous laissez pas taper sur nos enfants. Le commissaire a dit, moi je tape sur les miens, c'est que vous ne tapez pas sur les autres. Il dit, qui est-ce qui a déjà donné le fessé à son enfant quand cette France a été poursuivie? Il y avait 90 parents, je me dirais, j'avais aucun valeur de tout. Je vous assure, c'est aussi simple que cela. Évidemment, si vos enfants rentrent ici ou dans n'importe quel pays, l'enfant va à l'école avec des blessures, les blancs aussi. Eux, ils ont leur affaire la pédophilie, des trucs comme ça. Ils sont tenus en tribunal chaque fois, au tribunal chaque fois aussi. Ils ont fait des sévices. Le plus grand nombre peut-être de gens qui sont en prison aussi ou qui sont poursuivis par la justice pour les sévices sur enfants, ce n'est pas des noirs, ni des arabes, entre guillemets. C'est des blancs, non? Ceux qui enferment dans le cadre pendant 2 mois, ceux qui enferment dans ceci pendant 2 mois, ceux qui donnent dans la pédophilie, ceci, cela. Les cas les plus durs, ce n'est pas nous. Mais nous avons créé une espèce de conflictualité entre nous et les autres autorités de tutelle des enfants. D'abord, en nous présentant parfois comme différents, en n'écoutant pas le son de l'autre d'ici qui pourrait s'adapter aux autres, en leur proposant pas une lecture de la réalité de nos cultures d'origine. Je pense que c'est là que le problème est né. Mais je peux vous garantir que si un enfant s'amuse à mentir, parce qu'effectivement il a un conflit d'adolescence, ceci, cela, ça tire la caméra très rapidement. Si votre enfant, à partir du moment où il commence à vouloir déconner, où il commence à prendre ça, vous faites tout pour freiner ce bilan, il n'ira pas jusqu'à la tête de la police. On est d'accord qu'à partir du moment où l'enfant arrive à appeler la police, soit vraiment alors il y a des délinquants assez avancés, on ne sait pas à travers les chaînes, soit alors effectivement parce que vous n'avez pas eu les moyens à votre corps défendant, je ne dis pas que par mauvaise foi ou bien par mauvaise volonté, mais c'est que peut-être la perturbation qui est parfois liée à la migration et au changement systématique d'hémisphère pour certaines personnes, quelqu'un qui vient de Caille au Mali, qui tombe dans un appartement, évidemment, l'impasse, je veux dire le viaduc de l'intégration est immense. Et à partir de là, il abandonne dès le départ. Il ne parle même pas français, il a honte. Il a honte. L'écart culturel est tel qu'il ne sait plus jamais comment il va le rattraper et il démissionne avant d'avoir combattu. Il démissionne avant d'avoir combattu. Mais si, effectivement, vous avez les moyens que vous avez, que nous avons les uns les autres, et que dès le départ, nous canalisons notre enfant, nous lui disons qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas. Nous savons que la rue, ce n'est pas la rue, ça ne correspond pas à la cour des espaces ici ou africains. Regardez les films de Pagnol, c'était la même chose. Quand un enfant passait dans la rue, tout le monde avait le droit de dire rentre à la maison, ou bien de dire va me chercher ceci. C'est ce qui passait comme ça dans toutes les sociétés qui avaient encore les moyens d'avoir un sabri ou bien d'avoir une cour intérieure. C'est passé comme ça. Les enfants étaient sur tout le monde, dans les films de Pagnol, dans les romans de Pagnol, dans la Provence telle qu'on nous la présente, et même dans les livres d'autres écrivains, ici et les pays occidentaux. Donc c'est cette crevasse qui existe parfois entre quelqu'un qui est venu, cette personne-là qui vient par exemple d'un ou tel village, ses premiers jours à voilà, elle peut être larguée, la seule chance qu'elle est rattrapée par le fait qu'elle peut se fondre dans l'espace grâce à sa couleur.
À partir du moment où l'identifiant coloriel propose des problèmes, qui de nous ici n'a pas été interpellé dans la rue et on lui a demandé